Taylor, creo que tu rostro me es conocido. Creo que estuvimos en un foro, en un Alors, videochat, ¿no? Hace tiempo. crois que ton nom, je le connais, non? On s'est vu, Kaylor, il y a quelque temps, oui. Bon après-midi, bonsoir. Eh bien, oui, c'est vrai, sur le rapport du Costa Rica, on a travaillé ensemble et dans un autre forum. Oui, 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 je savais que je te connaissais de quelque part. Alors, si vous voulez bien, vous m'indiquez quand est-ce qu'on commence. Alors, on commence, n'est-ce pas? Je commence? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Ya, debería chequear esa parte. Faut que je vérifie. Bueno, voy a comenzar. Alors, je commence. Para nosotros esto, Donc, pour esta nous, presentación, esta cette pues un gran présentation desafío. est un grand défi, en effet. Primera vez que estamos haciendo C'est la première fois un día de que debate nous y eso organisons está en pasando fait porque es una une journée de débat général en ligne. On apprend tous comment cela fonctionne. Et donc, je voudrais vraiment vous souhaiter chaleureusement la bienvenue au nom du Comité des droits de l'enfant. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, en fonction de là où vous vous trouvez. Nous sommes très heureux de pouvoir surmonter les défis dus à la pandémie pour pouvoir parler de ce sujet extrêmement important. Et alors, très brièvement, je voudrais vous indiquer quelques règles pour que ce débat puisse avoir lieu de manière fluide. D'abord, nos orateurs doivent parler lentement. Et je vais d'ailleurs commencer par moi-même. Nous devons parler lentement. Ensuite, les participants peuvent envoyer des questions à n'importe quel moment de la séance. Il y a des interprètes dans différentes langues et il y aura aussi des sous-titres. Et les interprètes en langue des signes seront aussi visibles, comme vous le voyez maintenant. Et d'ailleurs, on voit maintenant aussi les règles qui sont écrites sur l'écran, les recommandations, disons. Et vous pourrez donc poser vos questions au panel en tant que groupe et non à une personne précisément. Nous rappelons aussi que ce panel est enregistré et que pour tous les enfants, les jeunes qu'il y a ici, il ne faut pas mettre son nom de famille, seulement son prénom. Et il faut aussi être respectueux, quelle que soit la question, et si elle a un côté abusif, eh bien, cette question doit être éliminée, mais je ne pense pas que ce sera le cas ici. Et il ne faut pas envoyer de un message à un enfant ou un jeune. Si vous voulez écrire à un jeune ou à un enfant de manière professionnelle, alors écrivez-le dans le chat. Et donc, nous allons aussi avoir tout un apport graphique et cela sera partagé par la suite. Alors, maintenant, je voudrais souhaiter la bienvenue à Kaylor et il va se présenter et parler de ses avis, de ses opinions. À toi, Kaylor. Oui, bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction de là où vous êtes, de votre zone, de votre région. Et je suis heureux que nous nous rencontrions dans un port, lieu. Je suis du Costa Rica, je m'appelle Kaylor, je suis membre de l'équipe consultative des jeunes depuis mars 2020. J'ai 12 ans et depuis que j'ai 12 ans, j'ai participé à la défense des droits des enfants, des filles, des garçons, des jeunes et des adolescents dans différents domaines, notamment pour les enfants en condition de vulnérabilité. Il est important
il faut le souligner que les États ont un engagement fondamental de défense et de protection de tous les droits des mineurs, toujours en pensant à l'intérêt supérieur de l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes à un jour historique pertinent pour la promotion des droits de l'homme. Nous avons eu des moments de dialogue, de revendication et de leadership. Et je voudrais parler en particulier des pays d'Amérique centrale et les personnes qui nous ont accompagnés dans cette demi-région qui célèbrent le bicentenaire de l'indépendance, comme par exemple au Costa Rica. Et le contexte économique et social ainsi que la pandémie ont empiré tous les processus internes et externes. Et donc, j'admire beaucoup les États qui ont mis en place des mesures adéquates et systématiques vis-à-vis de la pandémie COVID-19. J'aimerais aussi, comme l'a dit don José Ángel Rodríguez Reyes, qui est du Comité des droits de l'enfant, qui est aussi latino-américain. C'est un honneur d'ailleurs et une fierté de lui repasser la parole dans cet espace important. Alors, merci beaucoup, Kaylor, pour ton intervention. Et je vais donc donner la parole maintenant à différents orateurs qui vont nous présenter leurs opinions. Mais d'abord, nous avons une question qui est orientative. Ils ne sont pas obligés de répondre à ces questions seulement, mais c'est juste pour orienter le débat. La question, c'est qu'est-ce que nous savons qui fonctionne pour les enfants qui ne sont pas accompagnés ou qui sont séparés de leur famille, dont les enfants migrants et réfugiés, les enfants abandonnés, les enfants vivant avec handicap et les enfants qui vivent dans la rue ou qui sont victimes de traite d'enfants. Voilà, ce serait donc une question pour orienter ce débat. Et également, quels sont les exemples positifs que nous connaissons de services de réintégration familiale avec des options de placement appropriées? Et cette question est aussi très intéressante. Et la suivante, je veux dire, où est-ce que nous sommes bloqués? Où est-ce que l'on bute et comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles? Et ce qui est aussi important, dernière question, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour atteindre cet objectif? Alors, voilà, ce sont les lignes directrices et je voudrais maintenant donner la parole à la première oratrice, Yara, une jeune personne d'Afghanistan. Et nous sommes, je crois, très intéressés de t'écouter, Yara. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Yara. Je suis afghane. J'ai 19 ans et je vis maintenant à Athènes, en Grèce. J'étais une mineure non accompagnée à cause d'un naufrage qui a eu lieu lorsque j'avais 13 ans. Et à ce moment du naufrage, j'ai perdu ma famille et tout ce que j'avais, mes rêves, mes objectifs et mon espoir. Et bien sûr, j'ai senti que j'avais perdu mon avenir. Je suis restée sur une île pendant des semaines, mais c'était difficile parce que le bruit de la mer me rappelait cet accident, ce naufrage. Et ensuite, je suis restée dans un camp pendant quelques mois et la vie n'était pas facile dans ce camp. Les personnes de ce camp ont pris soin de moi, mais je me sentais toujours seule. Avec l'aide d'une ONG, j'ai trouvé une famille d'accueil. Ils ont ouvert leur maison, ils m'ont ouvert leur maison, ils m'ont accepté comme un membre de leur famille. Et j'ai commencé à aller à l'école, à apprendre l'anglais. Et j'ai toujours ressenti ce côté obscur.
cependant. Et je pensais qu'à l'époque, la seule chose qui me faisait avancer, c'était de savoir que j'avais une famille en Suède. C'était quelque chose qui m'a fait reprendre espoir, reconstruire mes rêves, mes objectifs aussi. J'ai commencé à refaire des objectifs pour l'avenir et j'ai pu rendre visite à ma famille en Suède pour la première fois lorsque j'ai eu 16 ans. C'est la tante de ma mère qui habite là-bas avec sa famille, ses enfants. Et j'ai pu aller à l'école et faire des activités, des sports d'hiver. Et j'ai même appris à nager. Tout était adorable et merveilleux. J'ai senti que j'étais à nouveau à la maison et que j'appartenais à un lieu et que j'étais heureux, que j'avais eu une renaissance. Et à 18 ans, à cause de beaucoup, après de demandes de réunification qui ont été rejetées, le gouvernement suédois m'a informé que je devais retourner en Grèce. C'était vraiment un grand coup du sort pour moi, car j'ai perdu mon foyer, ma famille, encore une fois. Je pense toujours, comment est-ce que les peuples, les personnes, les gouvernements peuvent être aussi stricts et inhumains, puisque les enfants sont une grosse partie de la société, ils ont des droits et nous avons l'obligation de les protéger de tout. Et c'est donc de notre ressort, notre responsabilité de prendre soin d'eux au niveau mental et physique. Donc, j'essaye de mon mieux de trouver une solution et de faire fonctionner les choses, mais je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de plus de compréhension et d'acceptation, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui vivent des choses comme j'ai vécu. À mon expérience, j'ai beaucoup appris que les enfants peuvent vraiment rendre ce monde meilleur. Je vais continuer à essayer de faire que demain sera meilleur que hier. C'est un défi pour moi et je l'accepte. Je ne vais jamais arrêter de lutter pour moi et pour les autres. Les enfants sont notre avenir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup, Yara, de ton intervention. C'était un message très puissant. J'ai pris note de tout ce que tu as dit et j'ai beaucoup appris sur ton histoire. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole au deuxième orateur qui s'appelle Peter. Est-ce que je le vois ici, Peter? Est-ce qu'il est présent? Peter ne pouvait pas participer à cause de sa connexion Internet très faible. Alors, nous allons partager une vidéo à la place. Merci. Très bien. On espère que Peter pourra se connecter bientôt. Bonjour, je m'appelle Peter. Je représente les enfants sans soutien, les réfugiés, les enfants de la rue, les enfants qui subissent la traite, le trafic et les enfants qui vivent avec un handicap. Quelle prise en charge reçoivent ces enfants pour pouvoir avoir accès à leurs droits et à leurs besoins? Et nous savons que les enfants dans la rue ont besoin d'être aimés, respectés. Ils ont besoin que tous leurs besoins justement de base soient couverts. La nourriture, l'eau, les vêtements, l'abri. Ils ont besoin d'avoir accès aux services sociaux, aux services de santé, à l'éducation et à la protection. Quelle est la responsabilité des gouvernements pour ces enfants? Eh bien, il faut avoir assez de budget pour couvrir ces besoins pour les enfants. Merci beaucoup.
Sorry, Jose, you were muted. Thank you. ¿Ahora se me escucha? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Alors, nous allons trouver le moyen d'envoyer un message à Peter pour remercier ces paroles qu'il nous a transmises. Et lui aussi nous a transmis un message extrêmement important. Maintenant, nous allons donner la parole à notre troisième oratrice qui s'appelle Roxana Pardo, une jeune argentine. Roxana, nous t'écoutons. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Roxana Pardo, j'ai 20 ans et cette semaine est spéciale pour moi parce que je suis à quelques jours de rentrer dans une institution religieuse à Buenos Aires, en Argentine. Depuis que j'ai la conscience de qui je suis, j'ai vécu le système de protection sans savoir pourquoi. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, j'ai connu Doncel, ce groupe de jeunes qui s'accompagnent. Et maintenant, je peux donner mon avis depuis mon expérience sur ce qui fonctionne et ce qui est important dans l'accompagnement de nous tous et toutes qui sommes séparés de nos familles. Je vais parler de 3 points principaux. Avant de rentrer dans un foyer, j'ai vécu avec mes grands-parents, mais ils étaient pauvres et ils ont dû me placer dans un village SOS en Bolivie. Et vous savez quoi? Ça aurait plus et ça aurait été meilleur de les aider à eux économiquement pour que eux puissent m'aider en retour. Mais en fait, je suis restée dans l'institution pendant différentes années. Au départ, je ne remarquais pas d'avoir vécu autant d'années dans ces institutions, mais je sais qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, le sentiment d'appartenance à la famille, et les travailleurs sociaux dans ces institutions ne remplissent pas le rôle des membres de la famille. Ils ne nous écoutent pas, ils n'écoutent pas nos besoins et ils ne nous demandent pas quels sont ces besoins. Et ce n'est pas juste à moi que c'est arrivé. ¿Algún problema? Est-il un problème? Non. Je continue. Ce n'est pas seulement à moi que ces choses sont arrivées. Personne ne nous demande comment nous allons. Parfois, c'est seulement un travailleur social qui nous parle tous les 7 ou 8 mois. Et rentrer dans une institution, c'est un grand choc. On ne nous accompagne pas beaucoup depuis les institutions. Il faut que nous occupions de demander des numéros de lieux où on pourra vivre, et il faut demander de l'aide. Moi, j'ai le privilège d'avoir eu d'autres accompagnements. Et en Argentine, aujourd'hui, nous avons une loi d'accompagnement qui est comme vraiment aider la solitude. Et donc, dans les institutions, on dit toujours qu'on est seul et qu'on doit tout résoudre soi-même. Et maintenant, je pense que ce n'est pas le cas. L'autonomie, pour moi, c'était synonyme de solitude. Mais j'ai compris que l'autonomie, c'est pouvoir en fait partager le poids de la vie du sac à dos et d'avoir des liens qui me soutiennent avec des personnes qui me comprennent et qui m'aident, et donc mes amis de tout genre. Et je suis inquiétée pour tous ceux et celles qui n'ont pas de soutien, d'appui au moment où ils rentrent dans des institutions. Donc, comment peut-on mieux aborder les nécessités des jeunes, des enfants qui sont séparés de leur famille? Eh bien, nous avons besoin de créer des abordages stratégiques. Il faut partir des idées, des méthodologies qui fonctionnent dans les autres pays. Nous avons besoin de moyens et que tous et toutes qui travaillent avec les jeunes et les adolescents puissent avoir les capacités d'écoute et de générer des réponses en fonction de la situation, de la réalité de chacun et chacune d'entre nous. En sortant du système de protection, nous avons besoin de préparation et d'accompagnement. Et enfin, ils disent que nous sommes l'avenir, mais
quel avenir peut-on espérer si on néglige les enfants et les jeunes à l'heure actuelle? Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Roxana, Merci beaucoup, Roxana, pour cette intervention. Eh bien, tu as fait des questions qui sont très importantes et très valables. Et désolé, nous n'entendons pas bien l'orateur, parfois ça se coupe. En tout cas, nous avons été heureux d'écouter ton opinion sur ce sujet. Et maintenant, nous allons présenter l'orateur suivant, l'oratrice suivante, qui est Suzanne Alamay, et qui est donc conseillère supérieure pénitentiaire et de bien-être social du district de Tororo du gouvernement de l'Ouganda. Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Merci à tous. Monsieur le Président et modérateur de la session. Bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les membres de cette séance. Je suis Alamay Suzanne et je travaille à l'Office du bien-être social du district de l'Ouganda et je suis travailleur social senior et je travaille pour les droits de tous les enfants pour promouvoir leur bien-être dans mon district. Au cours des 5 dernières années, j'ai coordonné la réforme de l'agenda de prise en charge de mon district et en fait, plus spécifiquement, j'ai facilité l'intégration des enfants qui venaient des foyers de prise en charge et j'ai mis à disposition différentes options d'accueil. Et j'ai vu des enfants qui se sont intégrés, mais nous avons également identifié, nous avons travaillé avec 25 parents qui travaillent et qui offrent un accueil d'urgence, un accueil de long terme pour les enfants qui en ont besoin. En ce moment, nous travaillons avec des jeunes adultes aussi pour fixer des mesures de soutien, d'accompagnement et certaines des mesures de considération de ce processus sont que les enfants qui n'ont pas de soins parentaux devraient être réintégrés au plus vite au sein de leur famille et de leur communauté par un processus robuste qui inclut l'accompagnement de la famille, la planification, le suivi, la supervision et l'évaluation. Il existe une boîte à outils développée par le ministère pour donner une réponse aux besoins de ces enfants en Ouganda. Et il est important de comprendre la différence entre la réunification, qui est le fait de porter un enfant à sa famille, et la réintégration, qui est le résultat du fait par lequel un enfant est établi dans un environnement familial stable. Il faut également prendre compte du fait que la prise en charge et le temps sont des aspects cruciaux de toutes les intégrations, de toutes les réintégrations. En fait, en Ouganda, il faut reconnaître l'importance de l'existence d'un paquet de gestion de l'accompagnement destiné à soutenir la réintégration avec des mesures de benchmarking pour fournir une réintégration réussie. Le placement des enfants séparés de retour à leur famille sans aborder les facteurs qui ont conduit à la séparation en premier lieu peut donner lieu à des ruptures familiales et à des séparations ultérieures. Il faut penser à des systèmes et des mécanismes de soutien pour les enfants qui vivent en dehors de leur famille. En Ouganda, nous avons des travailleurs sociaux au niveau du comité et qui travaillent pour le soutien de la prise en charge et la supervision des placements. Et on tente de donner des solutions personnalisées accompagnées de support social, de soutien social et de services aux familles. Aussi, il faut se souvenir de l'importance de fournir des services holistiques
complet qui comprenne l'identification de tous les enfants qui sont dépourvus de soins parentaux et confier sur ces enfants et les réintégrer dans des environnements familiaux. Et y compris, il faut voir les aspects tels que la nutrition, la protection de l'enfant, l'éducation, et il faut travailler là-dessus pour que ces enfants puissent arriver à accomplir leur but. Et ce paquet holistique devrait aussi être disponible pour les familles et pour aborder les sujets de séparation. Il faut mettre en place un système de plaidoyer pour renforcer donc la position des familles et éviter ces séparations et penser à des alternatives de prise en charge. Le district a un département de service à la communauté qui est responsable de cela et nous avons été capables d'éviter plus de 50 séparations des enfants de leur famille et ceci a été possible grâce à la coordination de notre département avec des services essentiels. Quels sont nos défis? Eh bien, les défis que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le placement des enfants qui proviennent de minorités ethniques, de communautés minoritaires. Nous avons eu du mal à réintégrer les enfants à cause des stigmatisations dont ils font l'objet. Il faut penser aussi à des aspects tels que les pratiques culturelles et les défis spécifiques que ces enfants rencontrent. Le manque de soutien spécifique aux familles, par exemple par rapport aux familles d'accueil et à l'adoption, eh bien, il n'y a pas assez de support et le gouvernement travaille avec les moyens existants. Nous réclamons des mesures d'encouragement pour pouvoir mener de l'avant ces mécanismes d'adoption et d'accueil et pour donner du soutien efficace aux familles et aux enfants. En Ouganda, nous avons un département par sous-comté et chacun de ces sous-comtés représente 5000 foyers et nous avons un seul représentant par district qui s'occupe de 1200 et quelques ménages. Et toutes ces personnes qui travaillent dans ce milieu sont volontaires et elles sont insuffisantes en nombre. Il faut également promouvoir le plaidoyer et les prises en charge alternatives pour les enfants. Et il faut également agir au cas par cas et penser aux bénéfices des programmes d'autonomisation sociale et économique. Malheureusement, nous proposons aussi que le gouvernement investisse davantage. Nous sommes désolés, je crois que nous avons été interrompus par un micro. Je pense qu'on est en train de parler ailleurs. Oui, alors il faut investir davantage en construction de capacité, en automisation et ensuite augmenter le nombre de personnels techniques dédiés à tous ces sujets, à fournir une prise en charge efficace aux enfants. Nous proposons également le développement d'un cadre politique de gestion et l'exécution des bonnes pratiques. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Suzanne, de votre intervention. Maintenant, nous passerons la parole au deuxième intervenant, la deuxième intervenante, Madame Angela Marshall, qui est conseillère technique supérieure de la protection de l'enfance de l'Office des réponses de Syrie. Bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Oui. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment
un honneur de me joindre à cette discussion. Je remercie le comité de l'opportunité de partager et voilà, de partager le travail que l'on fait pour les enfants qui ne sont pas accompagnés. Je vais vous donner un petit peu de contexte et je vais vous parler également des dynamiques et des complexités de nos programmes de prise en charge alternative. Et je vais clore mon intervention avec des propositions d'amélioration. La région du nord de Syrie est une région de facto qui comprend 6 régions. Ce n'est pas reconnu par le gouvernement syrien ni internationalement. Et nous parlons de 3 millions de personnes qui vivent dans la zone du nord de la Syrie, 120 000 qui vivent dans des camps informels et qui mélangent différentes populations. Et il y a des Syriens, il y a des personnes déplacées de force, il y a des réfugiés et il y a d'autres personnes provenant de pays tiers. Et nous avons plus de 40 nationalités. Les nationalités des pays tiers sont regroupées dans 2 camps, Al-Hol et Roj. Et il y a différentes nationalités, différents groupes ethniques avec différentes influences et des enfants qui sont différents et qui ont des liens aussi, dans certains cas, avec ISIS. Et tous, eux, méritent une réponse en termes de protection de l'enfance. L'Agence de la protection de l'enfant estime qu'il y a 50 000 enfants non accompagnés au nord de la Syrie à cause de ces séparations de famille, des conflits, de la mort des parents, des mariages forcés, du recrutement de ces enfants. Mais en fait, il est difficile d'avoir un nombre précis et il faut être sensible par rapport aussi à ces enfants non accompagnés qui sont détenus à cause d'une présomption de lien avec ISIS. Save the Children est le premier fournisseur de prise en charge alternative pour ces enfants non accompagnés qui vivent dans ces camps insalubres et peu sûrs. Nous avons un personnel qui est formé. Nous avons du matériel de formation aussi. Nous avons également les critères d'éligibilité et notre équipe soutient des arrangements de prise en charge comme des familles d'accueil, le soutien à l'émancipation ainsi que les soins résidentiels dans les milieux résidentiels. Nous avons de toute façon beaucoup de défis à relever, quelle que soit la forme de prise en charge alternative. Il faut plaidoyer pour le meilleur intérêt des enfants, pour le retour de ces enfants dans leur famille et nous devons également développer différentes stratégies. C'est notre priorité. Il y a aussi beaucoup de limitations quand il s'agit de demander ce meilleur intérêt de l'enfant. Et Save the Children défend la préservation de la famille et les options basées sur la famille. C'est celles-ci qui doivent être considérées en premier. Et ici, ce n'est pas l'exception. Et en fait, les familles sont la forme la plus fréquente, mais nous utilisons aussi le support interrésidentiel pour certains cas où d'autres options ne sont pas possibles, où le placement de l'enfant poserait un risque. Et ces initiatives ont été mises en place tout d'abord pour recevoir des enfants syriens qui étaient pris et bloqués par le conflit. Et nous avons eu le cas de 2 enfants qui ont été kidnappés par leur père et quand ils ont parcouru le territoire occupé par ISIS, eh bien leur père est décédé. Nous avons dû faire des efforts pour tracer ces enfants et pour trouver la mère. Nous avons réussi à tracer la mère et à réunir ces enfants de façon réussie avec leur mère. Récemment, des enfants provenant de pays tiers ont vécu des situations similaires et pour ces enfants non accompagnés, les options sont
très piètre et les risques sont très élevés. Les pays d'origine sont très complexes. Il est très difficile de bouger à cause de contraintes de sécurité et de limitation d'accès. Les options de réunification ou basées sur la famille ou sur des familles d'accueil sont très limitées. Les enfants éligibles pour le rapatriement, eh bien, sont souvent peu et il faut faire des efforts pour surmonter la réticence des familles d'accueil perçues par les autorités et pour pallier le manque de formation des soignants. Des fois, on voit les centres d'accueil temporaires comme une solution parce que c'est facile de tracer les enfants là-bas et c'est facile de leur donner du support psychosocial, mais il y a aussi dans ces camps les idéologies d'ISIS et il faut aussi considérer quels sont les enfants qui entrent dans ces centres. Mais une fois que l'on surmonte ces risques, les enfants de pays tiers sont également accueillis dans un plus grand nombre. Mais nous continuons à travailler avec toutes les communautés afin d'améliorer un accueil basé sur la famille et une prise en charge alternative dans la communauté, ce qui inclut le renfort et la systématisation de ce qui existe déjà, de ce qui est déjà en place, en se centrant sur la préparation à l'urgence. Aussi, nous faisons du plaidoyer pour le rapatriement dans l'intérêt de l'enfant. Nous travaillons pour surmonter la stigmatisation de ces enfants à échelle internationale. Nous travaillons pour mieux comprendre les attitudes des communautés et les structures existantes et pour augmenter la capacité des institutions existantes pour donner plus de protection à l'enfant et de façon plus vaste. Et je sais que, enfin, il n'y a pas d'enfants qui soient placés dans les centres d'accueil à cause de leur incapacité, mais dans certains cas, enfin, nous ne sommes pas capables de séparer les enfants qui ont des handicaps par rapport aux enfants qui ne l'ont pas. Nous souhaitons que tous les enfants vivent dans des environnements sûrs et entourés d'une famille, mais il y a des circonstances sous lesquelles ceci n'est pas immédiatement possible et alors les soins sociaux sont nécessaires immédiatement en tant que dernière ressource. Et ces centres temporaires, ils considèrent le rapatriement et soutiennent le rapatriement des enfants. L'année dernière, un enfant soutenu par Save the Children a été ramené chez lui dans un environnement sûr. Il va falloir résumer, madame. 30 secondes. Merci. C'est simplement pour dire que c'est pas l'option primaire de placer ces enfants dans des camps temporaires. Nous tentons de trouver d'autres arrangements et c'est vrai que c'est difficile souvent de mesurer, de réguler et en reconnaissant cette complexité, nous pouvons travailler ensemble afin d'améliorer les droits de l'enfant et la prise en charge alternative. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Angela, pour cette intervention vraiment intéressante. Et je passe la parole maintenant à Monsieur James Kofi Annan, qui appartient à une ONG. Du Ghana. Monsieur James, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de cette conversation. J'ai écouté avec attention les interventions précédentes et je vois que, voilà, comme on l'a dit, les enfants ont des droits et ces droits viennent de la Convention des droits de l'enfant. Et nous avons la Convention des droits de l'enfant et il y a des pays où la loi protège les enfants et protège aussi leurs droits. Dans le contexte social du Ghana, nous avons des enfants qui sont dehors, qui ne sont pas inclus dans
cette loi qui protège les enfants. La loi dit que lorsqu'un enfant est né ou que l'enfant est né en situation de garde ou qu'un enfant vit ensemble ou ne vit pas ensemble, nous sommes désolés, nous avons des interférences. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Alors, il n'est pas possible de prendre en charge l'enfant. Si l'on décide de faire cela, la loi prescrit une peine pour les personnes qui ont perpétré cette transgression. Et ainsi, il y a une responsabilité et il y a une série de lois qui s'en dérivent et qui déterminent la responsabilité des parents par rapport aux enfants. Mais les enfants qui sont séparés de leurs parents. Et on donne cette responsabilité directement au gouvernement. Alors, par rapport à la loi de la violence domestique, il est clairement établi que les enfants sont autorisés ou sont, disons, admis par différents services en cas de violence domestique. Aussi, quand il y a des risques de traite, c'est-à-dire il y a beaucoup de situations qui sont classées comme étant de la violence domestique. Nous avons aussi la loi sur le trafic humain, sur la traite humaine, et cette loi prévoit de protéger le droit des enfants. Et elle prévoit des centres de réhabilitation dans tout le pays. Mais cela veut dire que quand un enfant a vécu une situation de négligence ou est abandonné ou est victime de la traite, cet enfant devrait être pris en charge par l'État et par le biais de l'établissement de ces centres d'accueil, de prise en charge. Et quand un enfant n'est pas accompagné ou qu'il est victime de traite ou qu'il est victime d'un mariage forcé, un enfant a besoin de nourriture, de soins médicaux, de médicaments, de support social. Un enfant a besoin de beaucoup de choses, y compris la protection. Ce qui veut dire que les instruments qui doivent être établis doivent fournir tous ces services à l'enfant. Malheureusement, nous n'avons pas ces instruments établis. Dans tout le pays, nous avons seulement 2 centres gouvernementaux qui peuvent soutenir ces enfants. Alors, ce qui a marché pour nous, c'est ces organisations privées qui ont établi certains de ces centres et qui ont prévu de prendre la relève de ces responsabilités qui sont attribuées au gouvernement. Et les services, dans le cas de ces enfants, eh bien, c'est des services de réhabilitation et de récupération qui abordent des questions pour, enfin, les problèmes pour les enfants venant de la traite ou pour les enfants victimes de violences domestiques ou de mariage forcé ou, voilà, ou de traite. Alors, nous fournissons pour ces enfants des soins médicaux et souvent ces enfants viennent à notre centre. Et je vais vous donner un petit peu de contexte. Tous les ans, nous avons 150 enfants qui arrivent, qui se rendent dans notre centre et 90% de ces enfants sont des victimes de violences domestiques, mariage forcé, de traite et ils sont souvent malades et ils ont des maladies. Et nous savons que pour qu'une réintégration efficace ait lieu au sein d'une famille et d'une communauté, il faut d'abord fournir une couverture de soins, de traitement pour ces enfants et pour leurs maladies. Nous parlons de maladies chroniques comme l'hépatite B, comme le VIH. Nous parlons aussi de maladies, disons, de court terme qui peuvent être traitées comme le paludisme. C'est-à-dire,
nous fournissons ces traitements médicaux et nous nous assurons que quand les enfants arrivent chez nous, eh bien, que nous leur donnons les soins médicaux nécessaires avant de les réintégrer. Nous tentons également de les soutenir de façon que ces enfants arrivent sans parce que souvent ces enfants arrivent sans aucune forme d'éducation et nous voulons leur fournir l'essentiel et nous donnons également du soutien psychosocial afin d'aborder le traumatisme auquel ils ont fait face. Et nous faisons tout cela parce que nous savons que l'une des raisons pour lesquelles les enfants sont victimes de cette violence domestique et sociale, l'une de ces raisons, je dis, c'est la pauvreté au foyer, la pauvreté au sein de la famille. Alors nous ne voulons pas que les enfants retournent chez eux quand ils ont aussi en plus ces maladies et quand les parents ne pourront pas, disons, prendre soin de leurs enfants. Et à cause de tous ces services que nous fournissons à ces enfants, au cours des 16 dernières années de notre travail, nous avons eu seulement 3% d'échecs au moment de réintégrer ces enfants dans la société. Et nous croyons que ceci est une très bonne pratique. Notre travail est une très, très bonne pratique qui mérite d'être partagée et diffusée pour que d'autres pays ou pour que d'autres organisations puissent s'intéresser à comment mettre en place un modèle de prise en charge pour pouvoir aussi bien le mettre à échelle ou adapter ce modèle à différents pays, à différents contextes. Pour des enfants qui ne sont pas accompagnés, qui sont des victimes de traite, pour qu'ils puissent survivre et s'épanouir au sein de la communauté. Il y a un besoin de poursuivre nos efforts et d'aborder toutes les questions qui accompagnent ce sujet et aborder également le processus sous-jacent des soins parentaux ainsi que l'abordage des maladies et des problèmes sociaux pour réintégrer ces enfants et pour leur faire sentir qu'ils font partie de nos familles. Sorry, Chair, you're on mute again. Ah, disculpen. Désolé, Monsieur le Président, votre micro est éteint. Alors, merci beaucoup, Monsieur James, pour votre intervention. Et je vais maintenant donner la parole à un représentant du Népal qui s'appelle Milan Raj. Désolé de ma prononciation. Milan Raj Darel. Donc, du ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées. Allez-y. Merci. Merci, cher Président José Ángel. Et en fait, la plupart des problématiques ont été soulevées par les intervenants précédents. Et donc, nous avons écouté avec attention les jeunes orateurs et les autres intervenants. Je suis donc Milan Rajdarel du ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées. Désolé, nous entendons une autre personne. Merci. Et alors, nous voulons parler donc de ce que nous pouvons faire pour les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. D'abord, comment prévenir la séparation? C'est la première question. Et comment ensuite faire revenir les enfants dans leur famille. Et enfin, comment fournir des protections de remplacement qui réduisent les problèmes pour ces enfants. Et enfin, comment pouvoir trouver des familles aimantes et soutenantes. Alors, le gouvernement du Népal a adopté différentes politiques avec des lois domestiques et dans la Constitution. Et donc, la Constitution a considéré les droits de l'enfant comme des droits fondamentaux. Et donc, nous avons reconnu cela au niveau des politiques étatiques. Nous avons d'autres lois qui protègent les enfants, le droit à éviter les séparations non nécessaires, le droit à une famille aimante et soignante.
Et nous avons vu aussi que les traités internationaux peuvent être appliqués. Donc, si jamais il y a des manques dans les lois nationales, on peut toujours faire référence à ces autres traités internationaux. Et donc, le gouvernement du Népal a mis en place différents efforts pour pouvoir protéger les enfants vis-à-vis de séparations non nécessaires et pour s'assurer que les enfants séparés aient accès à leurs droits. Désolé, il faut que cette personne qui ouvre le micro ferme son micro, sinon on ne peut pas interpréter. Désolé. Et donc, nous voulons aussi parler du soutien à l'éducation et aussi du soutien, bien sûr, donc aux familles et aux familles d'accueil. Et nous avons aussi des soutiens pour d'autres enfants qui sont dans des situations difficiles. Nous avons... Allô? Est-ce que tout va bien? Oui, on a eu quelques problèmes de communication et c'est normal dans cette situation, mais si vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Désolé, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Merci. Alors, je parlais de ce que le gouvernement du Népal a mis en place. Donc, nous avons commencé par la prévention, notamment avec ce dispositif de sécurité sociale. Est-ce que ça va maintenant? Si. Oui, c'est bon. Est-ce que tout va bien? Oui. Yes, I think you may continue. Thank Oui, you. vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Très bien, merci. Alors, en plus de cette prévention, nous avons des systèmes d'urgence de soutien. Le gouvernement du Népal a mis en place 2 lignes de secours pour fournir du soutien aux enfants dans n'importe quel contexte d'urgence sans coût additionnel. Ce sont donc notamment pour les enfants qui manquent ou qui sont séparés. Donc, le système gouvernemental agit pour du sauvetage, pour tracer les membres de la famille. Nous avons commencé désinstitutionnalisation, donc l'abandon de placement en institution lorsque les personnes sont inutilement placées en institution, et nous avons fermé l'année dernière 35 résidences ou institutions et nous avons replacé 400 enfants dans leur famille. Nous avons aussi mené à bien des actions pour les enfants qui sont victimes des traites ou qui vivent dans la rue ou ceux qui travaillent. Nous avons promu un système de décentralisation pour la protection de l'enfance, donc pour avoir du soutien au niveau local. Et comme l'a dit Suzanne Alamai, c'est la même chose ici au Népal. Nous voulons donc mettre en place cette promotion des systèmes d'accueil. Quelle est la leçon apprise au Népal? D'abord, les droits des enfants qui sont séparés ou à risque d'être séparés, il faut empêcher cette séparation et cela exige un système de protection sociale avec des dispositifs locaux pour les enfants disponibles. Ensuite, nous avons besoin de campagnes solides qui changent la mentalité publique sur l'institutionnalisation des enfants, disant qu'on séparait les enfants pour un meilleur avenir pour eux, alors que c'est l'inverse, qu'on les met à risque. On a besoin de facilités comme des abris temporaires ou des services de protection ou des travailleurs sociaux. La plupart du temps, l'institutionnalisation des enfants arrive avec les orphelinats ou le trafic d'enfants.
Et donc, il faut qu'il y ait une coopération internationale pour faire face à ce grand sujet. Il faut que l'on collabore aussi avec les systèmes gouvernementaux pour avoir un système de protection solide pour les enfants. Je voudrais dire à tous les enfants qui sont intervenus, Yala, Peter et Roxana, comme ils l'ont dit, ils veulent, les enfants, grandir dans leur propre famille, avoir leur identité et comprendre la société, être partenaires de ce monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Sí. Gracias. Merci. Merci, Monsieur Milan, pour votre intervention. Nous avons eu quelques défis de communication, mais heureusement, tout se règle. Maintenant, il y a une autre partie intéressante qui arrive, c'est un débat entre les différents participants et différents orateurs. Et nous allons essayer de répondre aux questions qui sont dans le chat. Et d'ailleurs, toute personne qui souhaite intervenir, eh bien, vous pouvez le dire dans le chat. Bien. Hello, Chair. You will see the Oui, first question. bonjour, Monsieur le Président. Vous avez la première question dans le chat. La question numéro 1. Sí. Aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Nous avons donc des questions. Et là, on demande s'il existe une définition de ce qu'est la prise en charge parentale. Il y a beaucoup d'enfants qui sont envoyés à des internats, qui passent beaucoup de temps loin de leurs enfants, de leurs parents, pardon. Et donc, et il y a aussi un autre avis qui remercie sur l'organisation de cet événement et voir comment on peut s'assurer que les enfants qui sont désinstitutionnalisés ont des travailleurs sociaux qui les soutiennent, car ils ont besoin d'un appui de qualité et aussi comment faire face aux milliers d'enfants abandonnés à la frontière des États-Unis et en Europe et aussi au Moyen-Orient. Et nous demandons aussi que faire quand il y a une séparation non nécessaire vis-à-vis des parents. Comment peut-on encourager à avoir des protections de remplacement? Comment peut-on avoir plus de familles d'accueil? Là aussi, il y a cette question importante qui est posée. Et dans le chat, on parle aussi d'une étude qui a été menée à bien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire qu'il y a des questions qui ont été collectées. Et si les panélistes veulent bien ouvrir leur caméra, eh bien, on pourra donc parler des questions collectives et peut-être justement demander aux panélistes. Merci. Ok. Bien, si algún ponente desea intervenir. Alors, est-ce qu'il y a un orateur qui souhaiterait intervenir pour répondre aux questions qui ont été posées? Nous avons donc rassemblé les questions. Pareciera que no. Ajá. El ministro. Alors, le ministre
du Népal. Monsieur Milan voudrait intervenir. Allez-y. Merci. Oui, ce sont des questions défis. Moi, je vais commencer avec la définition de la prise en charge parentale. Bien sûr, on ne peut pas l'institutionnaliser quand on parle de prise en charge parentale. Il faut une famille vivante avec un système de routine. Bien sûr, une institution ne représente pas la prise en charge parentale et cela affecte les enfants. Lorsqu'on parle des enfants qui sortent d'un placement institutionnel, eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le financement et le système de protection qui doit être local, car les étapes sont facilitées pour les enfants. C'est pour ça qu'au Népal, nous avons un système judiciaire pour toute la gestion des affaires et nous avons un dispositif pour dire que tous les gouvernements locaux doivent conseiller de l'enfance. Donc, pour s'assurer que vraiment les enfants aient accès à ce système. Mais bien sûr, nous en sommes encore à une période d'essai, mais nous espérons de bons résultats. Am I permitted to say something? Est-ce que vous me permettez de dire quelque chose? Allô? Oui, oui. Allez-y, Monsieur James, vous avez la parole. Vous pouvez intervenir. Oui, je crois qu'il y a une question dirigée. En tout cas, sur ce qui est la prise en charge parentale, eh bien, selon notre définition, nous n'avons pas une définition large. On ne regarde pas la prise en charge externe. Donc, on voit une hiérarchie de besoins, des besoins de base. Donc, les besoins sociologiques, physiques, donc, et des besoins de protection. Ça, c'est la norme de prise en charge dont l'enfant doit avoir un endroit pour dormir, sûr, doit avoir de la nourriture, l'enfant doit se sentir aimé de son ou ses parents et l'enfant doit se sentir protégé par tout le monde tout en pouvant avoir donc un avenir qui se dessine par l'éducation. Voilà, c'est ça pour nous, le soin, la prise en charge. Donc, nous encourageons à ce que les enfants soient en contact avec leurs parents. Nous venez dans notre système de protection de 6 à 9 mois maximum. Même pendant ce temps court, nous permettons aux parents d'avoir des visites, d'avoir des conversations pour vraiment continuer le processus de réparation au lieu d'avoir un système complètement institutionnalisé et une séparation totale, une rupture avec les parents. Donc, nous voulons recréer, notre idée, c'est de recréer le lien jusqu'à une réintégration. Et donc, ce sont je crois que c'était les deux questions qui m'étaient dirigées. Merci. Oui, merci, Monsieur James. Oui, il y a beaucoup de questions dans le chat, par exemple. Donc, des questions qui ont été faites par l'ONG Save the Children. Donc, si vous voulez, les orateurs peuvent lire les questions dans le chat et s'ils veulent répondre à l'une de ces questions, allez-y, n'hésitez pas.
So we have collated the questions in the chat box. Nous avons donc rassemblé les questions dans le chat pour les panélistes et je vais donc lire les 3 questions qui ont été rassemblées. Les panélistes peuvent choisir de répondre à celles qu'ils veulent. La première question, c'est sur les protections de remplacement. With thousands of Parents abandoned en prison et détention. Ensuite, qu'en est-il des enfants qui sont laissés à l'abandon frontières américaines, européennes, au Moyen-Orient? Comment est-ce que les panélistes perçoivent des reculs en termes d'obligations des États vis-à-vis des enfants migrants et dont les mineurs non accompagnés? Oui, alors, moi, je vais lever ma main, donc. Je vais prendre la parole puisqu'il y a une question qui m'est dirigée et donc je vais laisser les autres aux autres panélistes. Les placements temporaires deviennent permanents. Alors, oui, nous avons des histoires de ce genre pour des enfants qui sont censés être dans un centre de récupération pour quelques mois ou quelques années, et en fait, ça devient pour toujours. Il y a des documents qui le montrent, mais pour Challenging Heights, nous avons perçu des leçons d'une association qui s'appelle Une famille pour chaque enfant. Donc, nous avons adopté certaines valeurs auxquelles nous croyons, que l'endroit de l'enfant au premier plan, c'est sa famille et sa communauté. Et nous avons mis cela en place dans nos configurations. Donc, nous ne gardons pas des enfants au-delà d'1 an. Ça n'a pas de sens. Donc, on a eu quelques cas d'enfants qui nous sont amenés soit par des institutions partenaires ou par les gouvernements, car peut-être que la situation de l'enfant, eh bien, c'est que est dans les tribunaux et donc les tribunaux vont peut-être dire jusqu'à ce que le cas soit résolu, eh bien, l'enfant va peut-être être pris en charge par nous ou dans une institution. Et donc, il faudra attendre l'ordre des tribunaux pour pouvoir réintégrer l'enfant. Mais à part ce genre d'ordonnance, ou peut-être notre manque de possibilité de tracer quels sont les parents des enfants, pardon, nous n'avons pas d'enfants qui soient dans nos centres pour plus d'1 an. Et cela a fonctionné pour nous. C'est le modèle que l'on choisit à cause des autres services de soins auxquels on a recours pour un enfant, pour veiller que le processus de récupération soit complet. Comme ça, quand l'enfant revient à la maison, vous n'avez pas besoin d'être à nouveau victime de ce qui vous a rendu non accompagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le panel qui désire parler? Suzanne, il faut ouvrir son micro. Oui, Susanna qui va parler? Très bien. Oui, je voudrais répondre à la question qui s'appelle question numéro 1, mais il y en a plusieurs dans la question numéro 1. C'est comment est-ce que les enfants en protection de remplacement peuvent être encouragés à être en contact avec leurs parents biologiques lorsque les parents sont en prison et détention. Nous avons vu qu'il y a plein de rôles de différents adultes qui créent de l'engagement, comme par exemple aussi les conseillers pénitentiaires. Et donc, tous les participants dans les gouvernements doivent faire face à la fluidité. C'est notre responsabilité
pour les enfants qui sont séparés des parents qui souhaitent un contact avec eux et qu'il y ait des visites planifiées pour que les enfants puissent un peu savoir de leurs parents. Et si c'est pratique, il faut créer un lien avec les membres de la parenté les plus proches, si possible. Et pour qu'on puisse établir un contact et qu'on le renforce. Il y avait aussi une question sur les soins parentaux. Je dirais que vraiment comparer les institutions et les internats, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà, les internats, ce sont des écoles pour étudier. Ils ont des contacts réguliers avec les parents et les enfants. Et les parents vont payer les frais de scolarité. Et c'est totalement différent d'une institution résidentielle. Et donc, ce sont des contacts qui sont réglementés. Souvent, il y a ces contacts donc, entre les enfants et les parents. Voilà, c'était mon opinion. Et en fin de journée, les enfants rentrent chez eux. Bonjour, bonjour à tous. Angela Marshall, vous voulez intervenir? Oui, merci beaucoup. Voilà, je voulais tout simplement répondre à cette question importante sur l'accueil temporaire alternatif et sur le fait que cela pourrait devenir permanent et comment aborder cette situation. Eh bien, nous, au nord de la Syrie, nous abordons cette question tellement importante et urgente en même temps. Et une chose, c'est de dire que nous faisons de notre mieux en termes de l'individu, de l'enfant, pour voir la réunification et faire du plaidoyer sans cesse pour la réintégration d'enfants. C'est-à-dire que nous dirigeons nos efforts de façon très ciblée, mais en même temps, nous reconnaissons que ce centre de soins intérim, eh bien, c'est une structure du camp et les spécificités de ce contexte interviennent et augmentent les retours en Irak ou les retours à d'autres lieu de la Syrie. C'est-à-dire tout ceci répond aux spécificités du camp, aux particularités du camp, mais aussi mes collègues, ils ont également évoqué cela. Il y a tellement d'intervenants, il y a tellement d'interlocuteurs, de parties prenantes qui interviennent, c'est-à-dire au niveau de la communauté, les autorités. Nous, on a eu du succès au moment de faire du plaidoyer pour les enfants des pays tiers, par exemple, et pour les familles, pour l'accueil pour ces enfants. Et nous allons continuer à faire ce travail de plaidoyer, mais il faut aussi être en contact avec les acteurs humanitaires, avec les membres de la communauté. C'est-à-dire que vraiment, cela demande une réponse très, très collective et très complète à des niveaux multiples pour trouver les meilleures solutions. Oui, je voudrais intervenir très brièvement. Il y a une question par rapport au savoir qu'il n'y a pas une seule solution pour chaque situation. Eh bien, c'est vrai, nous ne pouvons pas une solution unique, nous ne pouvons pas avoir une solution unique qui s'adaptera à toutes les situations. Eh bien, ce que j'ai souligné pour le Ghana, j'ai parlé de la traite d'enfants parce que c'est là où nous avons ciblé le gros de notre travail. Mais il y a aussi tellement d'autres questions qui se posent par rapport aux enfants que nous ne pouvons pas transposer toutes les solutions à chacun des enfants au Ghana. Bien heureusement pour moi, et moi j'ai été le président du conseil de
La famille des enfants, qui est un groupe et une alliance qui est basée au Royaume-Uni et qui opère dans différents pays. Eh bien, moi, j'ai travaillé au sein de cette organisation et nous avons vu que la composition de nos membres apporte une certaine valeur et une certaine valeur quand il s'agit d'apprendre des pairs et de partager les bonnes pratiques. Et mon organisation se centre sur les enfants et la traite des enfants. Mais il y a d'autres organisations qui s'intéressent aux enfants migrants. C'est-à-dire qu'il y a différentes situations et les organisations s'intéressent à une diversité de situations. Et il faut voir quelles sont les pratiques qui s'adaptent à chaque cas. Il n'y a pas une seule solution qui va marcher pour tout. Mais nous pouvons apprendre énormément des solutions qui ont bien marché ailleurs et les adapter à notre contexte. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Merci beaucoup, Monsieur James. Merci pour votre intervention. Nous arrivons vers la fin de cette opportunité de répondre à des questions adressées à nos différents intervenants. Pareciera que oui. Il paraît que certaines des questions posées ont été répondues. Moi, je pense que c'est le moment de remercier les intervenants, les orateurs, les oratrices pour leur intervention lors de ce groupe de travail. C'était vraiment une expérience, c'était un défi, je vais dire, c'était un défi du point de vue technologique. Mais je pense que nous avons vraiment beaucoup appris de cette expérience. Je pense que nous allons tirer d'importantes leçons. Moi, je souhaiterais brièvement récapituler et partager les idées qui ont été tirées lors de cette session. Yara souhaite répondre. Eh bien, je m'excuse dans ce cas-là parce que on me dit que Yara oui. Alors, je m'excuse. Yara, Roxana, ou alors je ne sais pas si les enfants qui ont pris la parole au début, je ne sais pas s'ils souhaitent rajouter quelque chose. Kaylor también. Et bien sûr, Kaylor aussi. Monsieur José Ángel, chers collègues, je souhaite souligner des aspects importants de cet espace parce que ici, nous coïncidons tous. Nous sommes tous accordés sur le fait que les soins alternatifs, la prise en charge alternative doit seulement être un moyen pour parvenir à un but. Ça ne doit pas être la règle pour les jeunes enfants et adolescents. La prise en charge alternative doit répondre à des besoins momentanés, occasionnels, et après, il faut envoyer l'enfant aux structures familiales. Et ceci est important parce que, quel que soit l'État et le pays, il est difficile de trouver un plan qui
bénéficient vraiment les mineurs. Et je pense que le débat doit justement tourner autour de cette question du bénéfice des mineurs. Je pense que les intérêts, les politiques publiques des États doivent aller dans ce sens et il faut soutenir les organisations pour résoudre ces problèmes de façon intégrale et ne pas voir la personne comme un objet qui se déplacerait d'un côté à l'autre. Je pense que c'est important de bien illustrer cela. Merci. Si d'autres jeunes adolescents ou si les jeunes qui ont pris la parole au début, s'ils souhaitent le refaire, vous avez la parole. No, pareciera que no. Voy a verificar. Nous sommes désolés, le son se coupe un petit peu. Pues parece que no. Sin embargo, ¿se me escucha? On vous entend? On vous entend? Oui, et apparemment, eh bien, oui, l'image est un petit peu figée, mais voilà, comme je le disais, c'est les défis technologiques auxquels nous avons affaire. Mais cela ne nous a pas empêché quand même de partager des messages intéressants. En fait, on parle de vie, on parle d'expériences très, très dures, mais on a aussi entendu parler d'histoires qui nous parlent de soutien et de comment ce soutien se base principalement sur le soutien familial. C'est le soutien de la famille et c'est fondamental. Donc voilà, ce soutien vient d'un environnement familial, d'un entourage familial. Nous avons entendu des témoignages aussi de rupture de ce soutien suite à de mauvaises décisions de la part de certains États, ce qui nous pose de véritables défis. C'est ce que l'une des oratrices nous rappelait. Si l'on veut que les adolescents que les enfants et les adolescents soient l'avenir, eh bien, il faut les considérer dès le moment présent. Et il faut les considérer au moment, par exemple, de prendre ce type de décision. Et nous devons renforcer les systèmes d'aide. Il faut aussi voir comment aborder tous ces problèmes, mais vraiment cette réintégration familiale ne peut pas être isolée. Et tout ceci doit être soutenu, bien sûr, de façon constante pour éviter ces nouvelles ruptures. Et de la même façon, on a évoqué que le placement d'enfants venant ou issus de minorités ethniques ou autres, eh bien, c'est aussi une question importante et on a évoqué les problèmes sociaux et politiques du pays qui ont des effets, bien sûr, sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Et on a aussi souligné qu'il n'y a pas de solution unique.
mais qu'il est important d'apprendre d'autres expériences. Alors, je suis conscient du fait que d'autres idées auront été exprimées et peut-être qu'elles m'échappent. Comme on l'a dit également, nous avons eu quelques problèmes de communication. Maintenant, nous souhaiterions écouter votre avis. Alors, nous allons placer un lien sur le chat pour que vous puissiez répondre à une enquête. Je vois le lien qui est affiché sur le chat et ce serait intéressant que les participants puissent répondre à ces deux questions, à savoir qu'avez-vous appris ou que pensez-vous différemment après avoir écouté toutes ces interventions? Et deuxièmement, y a-t-il des considérations additionnelles que le comité devrait prendre en compte? Se menciona que la prevención es importante. Alors, on souligne que la prévention est importante, qu'il y a différentes expériences autour du monde et on parle aussi des recommandations excellentes qui ont été émises par les jeunes qui ont pris la parole au cours de la séance. Es muy importante la prevención y el apoyo a las familias. La prévention est très importante, le soutien aux familles. Et une autre intervention qui est importante, le fait qu'il n'y a pas de solution unique. Il faut appliquer les solutions suivant les différentes réalités. Para nosotros, ¿cuáles son las recomendaciones? Donc, les recommandations et quelles seraient les recommandations additionnelles que vous aimeriez poser au comité? La participation des jeunes est très importante dans l'élaboration des politiques publiques. C'est vrai. Et en fait, il y a peu d'États qui incorporent les jeunes dans l'élaboration des politiques. Sí, también se menciona de que son. On dit également qu'il est important de prendre en compte la situation des enfants qui vivent dans la rue et les enfants qui... On a perdu la connexion.
Sí, igualmente se señala o nos indican que debemos tomar On nous indique qu'il faut prendre en compte les enfants qui, suite à des circonstances de pauvreté, ont été séparés de leur famille, de leurs parents. Il est également important d'écouter la voix des enfants, des jeunes filles, des garçons, adolescents, de leur expérience, de leurs demandes. Il faut prendre aussi compte des enfants qui se trouvent dans des contextes de migration ou de demande d'asile. ¿Ya? Sí. Sin embargo, he hecho varias capturas de pantalla a J'ai aussi fait certaines captures d'écran par rapport aux questions que l'on nous pose pour observer cela dans le détail. Voilà. Maintenant, on verra apparaître sur l'écran le lien pour la séance finale de la journée. Déjeme verificar. Sí. Sí. Pues bien, quiero... Très bien. Je tiens à remercier les enfants, les garçons, les filles et les jeunes qui ont pris la parole et qui sont intervenus dans cette expérience du débat par Zoom. Je remercie les orateurs et oratrices de leurs interventions. Je remercie à toutes les personnes qui ont participé pour les questions posées, pour leur participation à l'enquête. Et aussi, nous vous invitons à continuer à participer à cette journée de débats généraux. Et je tiens à terminer la réunion par remercier aux interprètes de la langue des signes qui ont transmis les contenus et qui ont donné ce soutien tellement important. Je remercie l'équipe technique qui se trouve derrière l'organisation de cet événement et qui a permis que cette expérience soit possible. Alors voilà, je termine ici la réunion.